Donc, heureusement, nous sommes rejoints ici au studio de NAL TV International par notre invité de marque, l'invité de renommée internationale, Dr Ramla Saleh, le grand professeur des sciences politiques et économiques. Vous êtes toujours bienvenu sur NAL TV International. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Des grands propos, j'ai tout oublié. Je crois que vous êtes l'homme de cette heure et l'homme qui possède beaucoup de réponses en ce qui concerne qu'est-ce que se passe et qu'est-ce que va passer dans l'avenir. Premièrement, la question qui se pose actuellement, est-ce que nous sommes face à une guerre mondiale où ce choc entre les deux côtés, les Occidentaux et les Russes, vont mener à une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il y aura un système politique multipolaire au niveau international? Est-ce que même il y aura une sorte de ranimation ou ravivification du mouvement des pays non alignés? Écoutez, Annie, votre question est très intelligente car elle est perplexe. Est-ce qu'on est face à une troisième guerre mondiale? Je crois qu'on a déjà assisté au commencement, au début de la troisième guerre mondiale, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Le conflit qui oppose, c'est vrai que nous sommes dans un système unipolaire avec les États-Unis et l'Europe et la Grande-Bretagne, les États-Unis après l'affaiblissement, je dirais pas non la chute de l'Union soviétique, mais l'affaiblissement de l'Union soviétique et de la Russie. Mais je crois que depuis des années, on assiste à une troisième guerre mondiale. La guerre n'est pas seulement une guerre militaire, mais il existe une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre qui existe entre les États-Unis et la Chine, et les États-Unis et la Russie. Vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais ce qui se passe en Syrie est un conflit américano-russe. Ce qui se passe en Afrique est un conflit américano-chinois. Ouais. Ce qui se passe dans les pays du Golfe. Et ça se pose encore, ça pose encore une autre question. Où se trouvent les Arabes dans cette nouvelle équation mondiale et comment vous trouvez le mécanisme de la défense conjointe ou commune entre les différents pays arabes? D'accord. Si vous me permettez, avant de clôturer cette question, parce que c'est une question importante. Ouais. Est-ce qu'on est dans une période de guerre mondiale? Oui, il existe une guerre mondiale, une guerre économique. Et la guerre n'est pas seulement une guerre militaire. Je crois qu'avec le Covid-19, et on discutait avant d'être en direct, je crois que ce qui se passe avec le Covid-19 est un prélude d'une guerre économique internationale. Ouais. Tous les conflits minières, des ressources minières en Syrie, en Irak, en Afghanistan, consistent ou réclament une carte géopolitique d'une guerre internationale. La Syrie, par exemple, est un exemple type. L'Afghanistan est un exemple type. Ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, surtout du point de vue économique, et cette guerre qui ne dit pas son nom entre les deux parties, vous savez que la Chine est le premier bailleur d'argent et de dette américain. Et c'est une information que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. Et donc les États-Unis se trouvent un peu prises entre la Chine et la Russie. D'où cet acharnement. J'étais en train d'écouter votre interlocuteur il y a quelques secondes. Qu'est-ce que les États-Unis ont à faire avec l'Ukraine, alors que l'Ukraine est à 300 000 kilomètres très loin, c'est un autre continent. Et donc, les États-Unis, qui se trouvent prises en otage, comme vous l'aviez dit, entre la Chine et la Russie, essayent de trouver des... Donc est-ce que je dois reformuler un peu ma question aussi, ou ces questions que je viens de vous proposer. Ouais. Donc, après le Covid, après cette confrontation entre les Occidentaux, les Russes et les Chinois, ainsi de suite, en ce qui concerne la crise du Covid, qui a déclenché une crise économique, donc les pays, les grandes puissances, n'ont pas de solution pour
les citoyens à l'intérieur de chaque pays. C'est pourquoi ils essayent de faire une course vers la guerre pour couvrir des lacunes dans leurs économies. Est-ce que c'est ça la juste qualification de la situation? Alors la théorie économique, une des théories économiques cite qu'après des crises, vous avez une période de relance. Et donc l'une des solutions pour aller vers la relance quand vous avez une crise, c'est de déclencher des guerres. C'est de déclencher des guerres, d'essayer d'accaparer les ressources des pays, que ce soit des ressources minières ou des ressources logistiques. Et donc vous avez une période de richesse économique où les entreprises se trouvent dans une position d'accaparer les ressources. C'est un cas qu'on a vu encore en Syrie et c'est un cas qu'on a vu en Afrique, où les entreprises multinationales ont une course en Afrique pour essayer de contrôler les ressources minières. En ce qui concerne le Covid, comme vous l'aviez dit, on a eu heureusement, il y a une période de relance économique après le Covid. On a vu l'économie internationale qui est en période de relance, qui augmente encore après une période de décroissance qui a été calculée à peu près 3%, une diminution de 3% de l'économie internationale et du commerce international. Là, il y a une période, ce qu'on appelle recovery, où l'économie récupération, rétablissement, tout à fait, une reprise. Une reprise économique. Et là, on voit ce qu'on voit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les États-Unis et l'OTAN derrière la scène. Une guerre qui a un impact énorme, peut-être sur le court terme, sur l'économie internationale, sur les prix du pétrole, sur le transport, sur les marchandises et surtout le marché du blé et les marchés des grains mondial. Et donc là, il y a une période de déstabilité qui... Donc, point. Au niveau de l'énergie, est-ce que les Africains ou les pays du nord de l'Afrique, les pays arabes ou les pays du nord de l'Afrique représentent une alternative pour le gaz, ou en ce qui concerne le gaz à l'égard de l'Europe, et quelle sera, c'est une opportunité, si je peux, c'est une opportunité ou non? Écoutez, ça me rappelle les tournées, et on a vu récemment les tournées du président Fattah el-Sisi au Koweït, ses entretiens avec les dirigeants de l'Arabie Saoudite, et puis ce fameux visite aux Émirats Arabes Unis et la rencontre qu'il avait entamée avec Cheikh Mohammed bin Zayed, Cheikh Mohammed bin Zayed et Cheikh Mohammed. Et ça justement après les frappes des Houthis contre tout à fait les bases aériennes à Abu Dhabi. Abu Dhabi, même en Arabie Saoudite. Ça m'amène encore à une question. Est-ce que vous trouvez que vraiment il y a une sorte de défi géostratégique entre les deux côtés, les deux grands côtés, parce qu'il y a une sorte de percée russe dans les pays du Golfe et au Proche-Orient en général, et une percée, c'est pour contrebalancer cette percée américaine dans les pays de l'Est de l'Europe. Il y a l'Iran aussi qui essaye de trouver une place dans les pays du Golfe, mais je trouve que ce que l'Égypte et les Émirats Arabes Unis ont fait est très intelligent. La coopération entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis et les pays du Golfe, notamment avec les Émirats Arabes Unis, d'après les informations que je possède, est une coopération très stratégique. Nous avons une coopération avec les Émirats Arabes Unis, le domaine de la défense. Nous avons aussi une coopération qui est très importante, qui est dans le domaine institutionnel, dans le domaine, ce qu'on appelle le green economy, ou l'économie verte. Et trouver des alternatives. Nos compatriotes et nos camarades aux Émirats Arabes Unis travaillent très activement pour trouver des ressources, des options de ressources renouvelables pour faire face au dysfonctionnement du marché du pétrole et du marché du gaz. Et donc, ce que l'Égypte fait actuellement depuis des années, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi. Donc, vous allez s'apercevoir qu'il existe, pour revenir à votre question, il existe une coopération, une vision stratégique entre le président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed bin Zayed et Cheikh Mohammed bin Rashid, et avec les Émirats Arabes Unis. Les deux gouvernements, les deux pays arabes tentent de trouver une percée stratégique, une vision stratégique de coopération
pour faire face aux problèmes internationaux, dont les problèmes du marché du pétrole et le marché de l'énergie, qui est un marché stratégique. On trouve même qu'il y a une sorte de rapprochement entre les pays du Golfe et la Syrie récemment. Comment vous justifiez ça dans ces conditions? Vous savez que je crois que l'Égypte joue un rôle très important dans ce domaine. Et encore, le rapprochement, je crois que ce rapprochement est dû, à mon avis, au contact et aux éclaircissements qui avaient été donnés par le président Fattah al-Sisi aux pays arabes. L'Égypte avait demandé dès le départ, que la place de la Syrie soit omniprésente dans la Ligue arabe. Nous n'avons jamais été contre la Syrie, nous n'avons jamais été contre le régime syrien, mais nous avons appelé à un régime qui serait un régime de paix et de stabilité pour le peuple syrien. Et vous savez que le problème de la Syrie est un problème avec l'Arabie Saoudite particulièrement. Je crois que les Émirats Arabes Unis ou le Koweït ou d'autres pays n'ont pas de problème. Mais il y a justement une sorte de soulagement entre les pays du Golfe en général et la Syrie. Et ça m'a poussé à poser encore une fois une question. Le mouvement des non-alignés, au sein duquel il y a plusieurs pays arabes. Donc, est-ce que ça va aider à avoir deux mécanismes très efficaces de la part des pays arabes contre ce qui se passe sur la scène internationale, contre ce conflit? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que le mouvement des non-alignés a disparu depuis déjà longtemps. On n'entend plus parler, d'ailleurs, de point de vue institutionnel, de point de vue international. Ces pays ont disparu. L'Inde, actuellement, l'Inde n'est plus l'Inde des années 60. La Yougoslavie a disparu. Il n'y a plus de Yougoslavie. L'Égypte de Nasser n'est pas plus l'Égypte de Nasser. Mais pour revenir à votre question, Hani, je crois que l'alternative, c'est les nouvelles coalitions de paix stratégiques que certains pays tentent de construire. Par exemple, cette initiative du président Fattah al-Sisi de la construction d'une zone de paix, de stabilité, de coopération dans le domaine de l'énergie dans la Méditerranée, avec la Grèce et avec Chypre, tout à fait, avec Chypre et avec la Grèce, et donc de constituer une enclave, si vous voulez, une enclave de paix et de coopération. Et puis vous avez aussi cette coopération que le président Fattah al-Sisi tente, une coopération, c'est plus qu'une coopération dont on vient de parler, cette vision stratégique qui existe entre l'Égypte et les pays du Golfe, notamment entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, et la dernière visite que nous avions vue du président Fattah al-Sisi avec ses dirigeants et ses frères aux Émirats Arabes Unis. Donc, pour revenir à votre question, non, je crois que le mouvement des non-alignés n'est plus à la mode, n'est plus sur table, mais je crois que c'est des nouvelles coalitions de paix, de coopération, qui sont des substituts pour ce mouvement des non-alignés que vous citez. Oui. Cette attaque russe contre l'Ukraine a provoqué la panique sur les marchés mondiaux, faisant plonger les bourses et s'enflammer les matières premières, pétrole et gaz en tête. Tout à fait. Ici en Égypte, par exemple, il y avait des répercussions de cette invasion russe en Ukraine. Il y a une chute remarquable affectée par une opération de vente de la part des institutions étrangères. Donc, avant de vous donner plus d'explications, permettez-moi de vous proposer un reportage qui va parler des géants projets égyptiens qui ont eu lieu durant la dernière période au niveau de transport. Dans le cadre de son budget exercice 2022, le ministère égyptien des Transports a prévu dépenser 6,5 milliards de dollars pour la mise en œuvre de 24 projets de transport. Cela représente 25% du portefeuille de financement du développement du ministère de la Coopération internationale. Cet investissement servira entre autres à poursuivre les chantiers en cours de réalisation tels que le développement des systèmes de signalisation sur les voies ferrées, les unités de transport mobile, le monorail en direction de la nouvelle capitale administrative à partir de la ville du 6 octobre,
les rénovations du métro, la réhabilitation du tramway sur Ralmline, de même que l'achèvement rapide des études d'impact environnemental et de faisabilité économique des projets prévus en 2022, selon Kamel El-Wazir, ministre égyptien en charge des transports. Ces différents projets, qui nécessitent des investissements colossaux, ont été initiés depuis quelques années dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique du gouvernement égyptien, dénommé Vision 2030, qui intègre des transformations remarquables à apporter au système de transport du pays. Avec en toile de fond une grande métamorphose opérée sur le réseau ferroviaire ainsi qu'un renouvellement quasi complet de la flotte nationale de locomotives. Hormis l'amélioration de la connectivité entre les gouvernorats et les villes ainsi qu'entre les zones industrielles, ces projets permettent de réajuster les modèles de mobilité dans la capitale égyptienne qui fait actuellement partie des plus peuplées du continent. Entre autres impacts, ces différents projets qui intègrent pour certains des modèles axés sur la mobilité verte offre aux dirigeants l'occasion de renforcer la politique de l'État en matière climatique pour un développement durable. Donc, comment les Arabes peuvent défendre leurs intérêts géostratégiques, économiques, leurs richesses naturelles, et ça à partir des alliances qui ont eu lieu durant les dernières années, notamment par exemple entre l'Égypte et les Émirats arabes unis au niveau régional, au niveau arabe. Au niveau régional ou européen, on trouve, comme vous avez cité, cette alliance entre l'Égypte et Chypre et la Grèce. Et même les tentatives de l'Égypte de sauvegarder l'Est de la Méditerranée en tant qu'une région riche en pétrole et en gaz, mais une région de coopération au lieu de conflit. Donc les alliances, à quel point vous trouvez que l'Égypte a pu se préparer à travers de telles alliances à faire face à ces conditions internationales? Faut prendre un peu de temps pour parler de niveau des relations entre l'Égypte et les Émirats. Je crois que c'est des relations exemplaires. Et il faut parler aussi des visions qui existent dans les deux pays. Vous avez l'Égypte, après 2011, est un pays de développement, est un pays de reconstruction. Et puis vous avez les Émirats arabes unis, qui sont un pays de développement, un pays exemplaire. Les Émirats arabes unis, avec leur modèle de développement, et l'Égypte, avec leur modèle de développement, ont beaucoup de choses à gagner. Il faut aussi savoir que les Émirats arabes unis ont un modèle d'excellence et qu'il faut aussi le dire que Cheikh Zayed, le père fondateur de ce petit pays, petit pays courageux, fondé en 1971, qui, après des années, se trouve parmi les 10 pays de meilleure compétitivité sur le plan international. Et donc, ce que les Émirats arabes unis, avec leur modèle économique d'excellence, et ce que l'Égypte est en train de faire, rapproche énormément les deux pays. Et vous allez voir que cette fraternité et cette vision de développement commune qui existe dans les deux pays, je crois que c'est un modèle de coopération exemplaire pour les pays arabes. Et dans beaucoup de domaines... Oui, dans le lien de ce que vous avez souligné, à quel point vous trouvez que l'Égypte avait une lecture mature, une lecture une lecture tout à fait prématurée ou précoce en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la coopération qui doit être établie pour faire face à beaucoup de crises au niveau géostratégique. C'est pourquoi, par exemple, le président hier, il a fait une visite d'inspection à l'Académie militaire de l'Égypte, au cours de laquelle il a expliqué, il a souligné qu'est-ce que se passe de la part de l'Égypte au niveau agricole, au niveau de la sécurité alimentaire.
Donc ma question, est-ce que vous trouvez que cette coopération entre l'Égypte et les pays du Golfe, dans plusieurs domaines, notamment la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire, vont vraiment être très efficaces pour faire face aux répercussions géostratégiques, aux répercussions au niveau énergétique et sécuritaire? Pour répondre à votre question, il faut voir les résultats. Quels sont les résultats que l'Égypte, avec les Émirats arabes unis, ont fait? Vous avez ces visites, vous vous souvenez les visites exemplaires, modèles du président Fattah el-Sisi à Dubaï, Ouais. et puis sa tournée dans la voiture du Cheikh Mohammed bin Rachid à Dubaï, une tournée très fraternelle où le président Fattah el-Sisi a vu ce développement énorme et géant, un développement géant qui se passe à Dubaï. Ce qu'on appelle un success story, c'est une histoire de réussite que l'Égypte a beaucoup à apprendre et a beaucoup à copier. Et ce qui se passe actuellement, je sais d'après les informations que je dispose qu'il existe une coopération très importante dans le domaine du développement institutionnel entre l'Égypte et Dubaï et les Émirats arabes unis. Et puis vous avez aussi un autre volet de ces relations. Le président Fattah el-Sisi avec Cheikh Mohammed bin Zayed, sa tournée à Abu Dhabi, et puis je crois que c'était un dîner ou un déjeuner avec Cheikh Mohammed bin Zayed dans un des quartiers commerciaux. Et dans cette relation très fraternelle, il y a le côté de sécurité, il y a des côtés de coopération, il y a un côté de soutien que l'Égypte avait toujours voulu mettre l'accent sur. Et puis aussi soutien militaire. Et puis aussi ce côté de soutien. Soutien même alimentaire, parce que pendant la crise de Covid-19, l'Égypte était presque parmi les premiers producteurs alimentaires qui ont essayé d'exporter ces produits alimentaires au pays du Golfe. Oui, c'est-à-dire que les pays du Golfe ont une stratégie, notamment les Émirats, oui, que je connais bien. Les Émirats arabes unis ont une politique très intelligente, c'est de diversifier les secteurs de développement économique. Cheikh Mohammed bin Zayed et Cheikh Mohammed bin Rachid avaient annoncé que très prochainement, l'économie des Émirats arabes unis ne dépendra pas sur le pétrole, avec un pourcentage de 30% uniquement, après de longues années où l'économie des Émirats arabes unis dépendait du pétrole. Actuellement, il y a une diversification, ce qu'on appelle une diversification des secteurs économiques dans ce pays, ce qui a fait que ce pays actuellement, vous parlez de sécurité alimentaire, ce pays actuellement n'a pas de raison de craindre des crises économiques par la diversification de ces ressources. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les investissements qui sont faits dans le domaine alimentaire et le domaine intellectuel, ce qu'on appelle intellectual capital, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'enseignement. Et c'est un investissement qui rapporte beaucoup. Et je dis encore que l'Égypte a beaucoup à Donc, avoir. à partir de ce que vous venez de nous révéler, à quel point vous trouvez que l'Égypte et les autres pays de la région, notamment les Émirats arabes unis, donc ont bien reçu une leçon de ce qui a eu lieu pendant les dernières années, pendant presque une décennie. Si je peux dire, récemment par exemple, l'Afghanistan a été lâché comme ça par les États-Unis. Les Ukrainiens se trouvent aujourd'hui dans une situation très grave. Lamentable. Lamentable, bien sûr. Si je peux dire jusqu'à maintenant, des paroles seulement pour soutenir les Ukrainiens. Donc, à quel point vous trouvez qu'au niveau mondial, il y a un manque de confiance envers les partenaires américains, de n'importe quel pays, le point de confiance est très important, parce que la confiance est quelque chose de très important. Je crois que, pour revenir encore, si vous le permettez, pour revenir encore à ce dossier de relations entre l'Égypte et les Émirats, il existe beaucoup de confiance. Il existe même beaucoup de confiance entre les deux hommes. Le président Fattah el-Sisi avait dit à plusieurs reprises que la sécurité des pays du Golfe était à 2 pas
de nous. L'aide, et ça il faut le dire aussi, l'aide que les Émirats arabes unis, les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, avaient fournie à l'Égypte après les évolutions, les événements de 2011, a été très importante. Ouais. Les investissements des Émirats arabes unis en Égypte avaient été très importants. L'arrivée du Cheikh Mohammed bin Rashid en Égypte, dans la conférence de soutien de développement de l'Égypte, je crois que c'était en 2016, je crois, et ses propos indiquant que l'Égypte, l'investissement des Émirats en Égypte n'est pas un investissement pour l'Égypte, mais un investissement pour les pays arabes. C'est des propos très importants. Et puis aussi les propos, si mes souvenirs sont bons, du Cheikh Sultan Al-Qassimi. Cheikh Sultan Al-Qassimi, qui est le cheikh qui règne sur l'Émirat de Sharjah. Cet homme, mais incomparable, cet homme qui a beaucoup de sagesse, qui avait d'ailleurs fait ses études, c'est une grande histoire qu'il faut le dire, c'est cet homme qui a fait ses études au Caire et qui a beaucoup d'amour pour l'Égypte. Et on se souvient du discours du Cheikh Sultan Al-Qassimi, Sultan Mohammed Al-Qassimi, Cheikh Sultan Al-Qassimi à l'Université du Caire. Et donc, je crois que pour clôturer, ce modèle de relations stratégiques entre deux pays est un modèle qu'il faut reproduire entre les pays arabes. Donc, pour clôturer cette édition, à quel point vous trouvez que c'est une opportunité pour les Arabes pour qu'ils puissent se montrer en tant qu'une puissance mondiale, bien sûr en se rassemblant et derrière des mécanismes de défense collective ou commune? Pour prendre aux différents niveaux, ce n'est pas seulement sécuritaire. En deux mots pour clôturer et pour prendre de vos propos, c'est une coalition de confiance, une coalition de développement stratégique et économique qui devrait régner entre les pays arabes. Et encore, je dis que le modèle de coopération et de développement économique qui est basé sur une confiance et sur une grande histoire entre l'Égypte et les Émirats arabes unis est un modèle qu'il faut reproduire entre les pays arabes. Un exemple à suivre. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Le plaisir est toujours le mien. Malheureusement, on n'a plus de temps pour parler un peu plus de plusieurs questions et c'est toujours le cas habituel du temps avec nous. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment, chers téléspectateurs, pour votre attention. Toujours bon suivi dans le programme national et international.